Il existe un ancien royaume au fin fond de l'Himalaya où le cheval est indispensable à la vie de l'homme. Même s'il travaille dur, il y est considéré comme un dieu. Chaque été, un festival lui est dédié dans ces villages de haute altitude. Puis à la veille de l'hiver, on descend ses chevaux par grandes hordes vers les terres du sud plus clémentes. C'est vers ces montagnes que nous allons vous emmener. Le Mustang est un ancien royaume situé au nord du Népal, longtemps considéré comme un territoire interdit aux étrangers jusqu'en 1992. L'Omantang en est la capitale historique, située aux confins de l'Himalaya tibétain à près de 4000 mètres d'altitude. Nous sommes en été au mois d'août. Chevaux et mules travaillent dans les champs ou portent du matériel pour les amateurs de trek. Toute la province se prépare pour le Yartung, un festival qui, durant 3 jours, va célébrer la fin de l'été et où le cheval sera mis à l'honneur. Les lamas bénissent chaque demeure, tandis que l'on se reçoit mutuellement entre familles et voisins. L'occasion de faire de bons repas arrosés de chang, l'alcool à base d'avoine. Les chevaux qui d'ordinaire travaillent inlassablement sont bichonnés. Chaque famille sort pour l'occasion ses plus belles selles. Taktu est un vétérinaire un peu particulier, une sorte de médecin traditionnel qui ne s'occupe que des chevaux. Pour un cheval, je regarde si le corps est fin, s'il a des pieds et des sabots solides, et si la tête et les oreilles sont bien alignées. La structure générale, c'est le plus important. Taktu utilise des instruments millénaires essentiellement pour pratiquer des saignements. Parfois quelques plantes, mais jamais de médicaments. Un savoir que lui a transmis le roi, éminent spécialiste dans ce domaine. Voilà, ça, c'est pour la langue. Je ne donne pas de médicaments aux chevaux, je n'utilise que ces outils pour les traiter. Et puis ça, c'est pour l'intérieur du palais. Celui-ci, c'est pour les pieds du cheval, juste au-dessus du sabot. Gyatso Bista est un amchi, un médecin traditionnel reconnu dans une bonne partie de l'Himalaya. Il soigne à partir des plantes qu'il ramasse en montagne. Son savoir, sa pratique font aussi qu'il est le chef du village. Après avoir pris le pouls de ses patients de 6 à 7 manières différentes, il peut établir un diagnostic et leur donner les remèdes correspondants. Babou est venu le voir car à l'approche du festival de Yartung, il veut être en forme pour être performant sur son cheval. Les gens ici croient tous que les chevaux sont des dieux. Si un cheval coûte 2000, 3000 ou 4000 euros, ça vaut le coup d'investir dedans. Si ces chevaux sont des dieux, alors ça va améliorer notre vie. Nous allons vivre plus longtemps et avoir du succès. Ces selles ne servent que pour les festivals, sinon on en utilise des plus ordinaires. Il y a du plaquage en argent et en or. Tout est fait à la main ici. C'est très cher. Ça devient très rare, ce genre de sel, car les gens les vendent à des touristes comme souvenir. Donc il ne reste que très peu de gens qui en ont encore chez eux. Et par rapport aux autres, ça rend quand même le cheval magnifique, et en plus, c'est très confortable. Le palais royal a souffert de l'usure du temps et des récents tremblements de terre. Le roi et la reine trop âgés demeurent désormais à Katmandou. Ils restent encore très respectés. Pour marquer le début du festival, les familles proches du roi, après avoir prié et chanté, vont ouvrir la procession.
Le couple royal est représenté par une photo. Avant de rejoindre la prairie où va se dérouler la fête, à la sortie du village, les dignitaires vont s'arrêter devant un groupe de femmes pour un chant et des bénédictions. Chaque tente regroupe les mêmes membres d'une ou de plusieurs familles. Le thé et surtout le chang coulent à flot. Sur les 3 jours que dure le festival, le premier jour est dédié aux membres de la famille royale, le deuxième aux femmes et le troisième aux moines. Pema Ngotuk est le garde du corps du roi. Il s'est occupé aussi de tous ses chevaux. Pour nos chevaux, ce qui prime, pour moi, c'est la qualité des pieds. Et le plus important, c'est aussi leur origine. Les meilleurs sont ceux qui viennent de la frontière chinoise, à Yazou. Ceux-là sont très bons. L'ambiance se fait plus festive au fur et à mesure de l'après-midi. Les chants, puis les danses vont se succéder. Au coucher du soleil, les plus vaillants font la course pour rejoindre le centre du village. C'est un moment qu'attend toute la population. Une fois les dignitaires installés dans la rue centrale, les cavaliers vont se lancer des défis lors de courses improvisées. Ces chevaux sont très robustes. Ils sont faits pour circuler en haute altitude. Compte tenu du terrain accidenté, ils sont plus efficaces au trot qu'au galop. Ensuite, les cavaliers doivent atteindre des cibles en terre cuite posées sur le mur. Le défi le plus prestigieux consiste à ramasser en pleine course un katak posé au sol. Le troisième et dernier jour du Yartung est consacré aux moines des 3 monastères de Lomantang.
Les chevaux sont souvent considérés comme des dieux, parce que dans notre histoire, il a souvent été indiqué que les dieux se déplaçaient à cheval et qu'il leur était ainsi très utile. Toute la population se réunit dans le principal monastère pour déposer des offrandes, des kataks et pour partager un repas et des chants. Les moines, avant le festival de Yartung, observent une retraite de 45 jours, durant laquelle ils ne font que 2 repas par jour et ne quittent pas le monastère. Ils prient et méditent beaucoup. Ils sont complètement isolés et Yartung marque pour eux la fin de cette période. Ils ont une journée qui leur est dédiée pour célébrer la fin de cette retraite. Après le même rituel que les jours précédents, seuls les moines vont se rendre à la prairie. Pour les plus jeunes, malgré la fraîcheur du vent, il s'agit surtout de profiter des dernières belles journées d'été. Nous sommes début novembre. La neige a recouvert depuis un moment les hauts sommets himalayens. L'Omantang se prépare doucement à l'hiver. Une grande partie de sa population va déserter le village pour aller vers le sud, voire à Katmandou pour les plus fortunés, pour échapper aux rigueurs des basses températures et de la neige qui bloquent tout mouvement pendant plusieurs semaines. Chaque famille désigne une personne qui restera pour nourrir le bétail et prendre soin de la maison. Les moissons sont achevées, on stocke du bois sur les toits. La nuit, le gel se fait de plus en plus intense. Les chevaux, de leur côté, sont au repos, après avoir beaucoup travaillé dans les champs à ramener les récoltes ou porter de lourdes charges. Certains finissent à peine de labourer. La base du chauffage au Mustang, ce sont les bouses de yak ou de vache que l'on ramasse une fois séchées. Elles feront un précieux combustible tout au long de l'hiver. Les chevaux ne sont pas les seuls à ramener de lourdes charges. Les femmes travaillent autant que les hommes.
Avant les premières neiges, on prend soin aussi de piler les herbes aromatiques. Même si de plus en plus les vêtements occidentaux bon marché viennent remplacer les tenues traditionnelles, les femmes en particulier portent encore volontiers des robes de laine qu'elles confectionnent elles-mêmes. Tashi se rend à Namgyal, son village natal au-dessus de l'Omantang. Il fait partie de ceux qui sont partis étudier à Katmandou, travailler au contact des étrangers et n'a de cesse de faire progresser sa région tout en préservant son patrimoine et sa culture. Sa sœur et sa mère sont encore là, tandis que son père est déjà parti sur Katmandou pour l'hiver. Tashi souhaite persuader sa mère de laisser leur cheval partir dans le sud pour l'hiver. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 9 ans, tout le temps, y compris l'hiver. Et les hivers étaient très difficiles. Et pour être honnête, quand on est un enfant, on ne réalise pas tout. Et c'est en grandissant que j'ai senti à quel point il faisait froid. On passe tout l'hiver avec des lèvres gercées, la peau abîmée, la vue brûlée par la neige, des histoires comme ça, et ensuite les parents nous mettaient de la viande crue sur les yeux pour nous soigner. Et parfois, nous allions faire fondre de la neige pour boire parce que tout était gelé. Et ensuite, on était malade, bien sûr. On se concentrait pour rester chaud, se nourrir et travailler avec la famille. Nous n'avions pas toutes ces distractions avec des téléphones, la télé, la route, Internet et tout ça. Je ne les réalise que maintenant. Chaque année, les habitants du Mustang prennent leurs chevaux, pas forcément leur meilleure monture, mais ils en choisissent quelques-unes pour les amener dans le sud à Pokhara, en empruntant plusieurs cols. Là-bas, il fait beaucoup plus chaud, ils ont de quoi se nourrir et ne maigrissent pas. On le faisait avant à chaque fois, chaque année. Et à cette époque, nous avions beaucoup de chevaux. Nous les avons vendus et nous n'en avons plus qu'un maintenant. Et celui-là, on l'envoyait à Pokhara chaque année, excepté l'an dernier. Mais quand mes parents sont revenus, il avait tellement maigri, était tellement faible, on s'est dit on ne peut plus prendre de risques. C'est le seul qu'il nous reste, on l'enverra dans le sud. En ville, on commence à sélectionner les chevaux qui vont partir en migration. Ceux qui vont avoir la responsabilité de les conduire à travers l'école, ce sont les horsemen. Ils passent en revue chaque cheval. Pour évaluer leur âge, ils observent les dents.
Oui, celui-là a environ 16 ans. Une bonne partie des chevaux ont des fers abîmés, d'autres n'en ont plus. Lobsang, le maréchal ferrant, a du travail devant lui. On vérifie que chaque cheval possède bien des fers, mais ils n'en ont pas tous. Surtout ceux qui vont être montés. On vérifie leurs fers. Et s'ils sont cassés ou usés, alors on les change avant la migration. Au Mustang, les chevaux, surtout lorsqu'ils sont en groupe, se dirigent au son de sifflets ou de bruits de bouche. Tam Ding en explique quelques-uns. Si on veut qu'un cheval s'arrête, alors on fait ça. Ça, c'est pour qu'il avance. Et ça, c'est pour le faire boire. Et si on veut que tout le groupe boive, c'est un long sifflet. La femme de Lobsang prépare le thé. Comme il se doit, il est aromatisé au beurre de yak, ce qui apporte à l'infusion une touche plus sauvage. Pema Angia est un des oncles de Tashi. C'est un proche de la famille royale, avec dans sa cour l'arbre le plus ancien de l'Omantang. Pema est un marchand de chevaux. Il en a vendu, acheté, troqué, plus que personne d'autre dans la région. J'ai dû vendre 1 millier de chevaux. Chaque année, je vendais entre 80 et 100 chevaux par an. Maintenant, c'est moins de 50 par an. Pema, chaque fois qu'il vend un cheval, procède à un rituel assez curieux. Chaque fois que je vends un cheval, je prends un bout de crinière et je le rentre dans la poutre. Ça porte bonheur au cheval, au vendeur aussi. Là, aujourd'hui, j'en ai vendu 5. Un des points les plus importants que je regarde dans le cheval, ce sont ses épis sur le front. Plus ils sont placés en hauteur et centrés sur le front, meilleur sera le cheval.
Tam Ding est parti en pleine nuit loin dans la montagne pour aller chercher des excréments de yak, de vaches et de chèvres pour que sa maison ait ce qu'il faut pour se chauffer cet hiver. Nous avons une relation particulière avec les chevaux. Ils sont tellement utiles pour nous. Pour porter du bois, du matériel, pour aller au champ, ramener de la boue, pour construire des maisons, pour les monter, ils font partie de notre vie quotidienne. Lui et ses chevaux vont maintenant se reposer, car les moines du monastère l'ont confirmé. C'est demain la journée la plus favorable pour partir en migration. Bien qu'il n'y ait pas de véritable route pour descendre vers Johnson et ensuite vers le sud, certains camions et des tracteurs s'aventurent sur les pistes. Depuis quelques années, ils participent activement à la migration hivernale de l'Omantang. De l'encens qui fume devant les portes des maisons, la population qui rassemble bagages et chevaux, c'est bien le signe que la migration est sur le départ. Cependant, une bonne partie des familles va quitter le village en taxi collectif, avec de solides 4x4 prêts à s'affranchir des conditions chaotiques des pistes et des cols. C'est Tam Ding qui va avoir la responsabilité de diriger une horde de près de 40 chevaux. Pour l'épauler, il sera accompagné de 4 autres horsemen. Prières et offrandes se succèdent. Les kataks, ces écharpes colorées, symbolisent les vœux de bons auspices de leurs propriétaires. Les graines d'avoine que l'on jette vers l'autel vont contribuer à leur porter chance. Ces petits morceaux de katak ont été bénis au monastère par les moines pour nous porter chance, pour que le cheval ne soit pas malade et qu'il ait une bonne vie. C'est parti pour 6 à 7 jours de marche vers le sud. À peine sortis du village, ce sont déjà les premiers cols à franchir. Le premier n'est qu'à 4500 mètres d'altitude.
Pour le casse-croûte, ce sera de la viande de yak séchée et du fromage de chèvre tout aussi sec. À l'horizon se détachent les Annapurna, des sommets de 8000 mètres qui forgent encore la légende de l'alpinisme. Par le passé, le royaume de l'eau, tel que l'on appelait le Mustang, a toujours été indépendant. Il occupait une place stratégique pour le commerce entre l'Himalaya et l'Inde. Les habitants ont toujours été très proches du Tibet dans leur langue, leur culture et leur religion. Ce serait politiquement incorrect de dire aujourd'hui que je suis tibétain, même si nous partageons beaucoup de points communs avec eux en termes de culture et de religion. On ne se sent pas vraiment différent avec eux. Nous sommes dans un seul et unique même monde. Le monastère de Logekar est un des plus vieux monastères de toute la région. Il date du 8e siècle. Après avoir prié, toute l'équipe va allumer des bougies pour que la chance soit avec eux sur le parcours. Autrefois, la migration se faisait vers les grandes plaines du Tibet, avant que les Chinois n'en verrouillent la frontière. Je n'ai pas connu cette époque où on amenait les chevaux au Tibet pour la migration. Nos parents, eux, l'ont fait. Par chance, le temps est froid mais magnifique. S'il avait neigé, ces passages compliqués seraient vraiment devenus dangereux. Devant les falaises imposantes de Darkmar, on distingue dans la roche le reste d'habitats troglodytes, qui servaient aussi de lieu de méditation à des sages. Aujourd'hui, seuls les vautours les fréquentent encore. L'arrivée au village de Gemi se fait tardivement. Les montées successives ont laissé des traces.
La journée était finalement assez facile, une belle journée. Mais si nous avions pu partir plus tôt, cela aurait été plus facile, parce que d'habitude, on n'arrive pas aussi tard que ça. Tashi et les horsemen vont diriger les chevaux vers les prairies à flanc de montagne, où ils vont passer la nuit. À l'aube, tout le monde est en action malgré le froid. Il faut rassembler les chevaux qui ont profité de l'espace de liberté qui leur était offert pendant la nuit. Nous leur donnons tous les matins à tous du maïs et de l'avoine, tous les jours. On donne des noms aux chevaux en fonction de leur couleur. On a par exemple bleu, ce qui n'est pas vraiment une couleur, ça correspond plutôt au gris. On a aussi marron, noir. Et pour mon cheval, la traduction voudrait dire bleu. Alors il s'appelle Bleu. Nous sommes encore vers 3800 mètres d'altitude. Mais le soleil va rapidement réchauffer l'atmosphère. D'autant que dès la sortie du village, une montée sévère les attend pour franchir le col. Dans le bouddhisme tibétain, le vent qui souffle sur les drapeaux de prière au sommet des cols caresse au passage les formules sacrées imprimées, les disperse dans l'espace et les transmet ainsi aux dieux et à tous ceux qu'il touche dans sa course. Le thé reste un rituel de bienvenue lorsque l'on traverse un village. L'occasion aussi de profiter du poêle de la maison et de faire une pause. Lorsque les chevaux sont à la maison et qu'ils ne travaillent pas, on leur donne à boire une fois le matin et une fois le soir. Lorsque l'on voyage comme ça, ils boivent quand ils veulent. Les poulains qui partaient un peu dans tous les sens les premiers jours se sont calmés. Ce qui soulage le travail de Tam Ding et de ses amis, surtout lorsque les chemins deviennent très étroits.
Après le village de Siangboche, les cols se succèdent. Mais le groupe circule toujours en haute altitude. La prochaine étape sera encore à 3600 mètres. En fin d'après-midi, les sommets au loin ont beau être bouchés, il ne neige pas. En contrepartie, c'est une poussière très fine, rendue envahissante par les rafales de vent, qui va gêner la progression de toute l'équipe. Les villages dans ces vallées sont souvent perchés sur des points hauts. Avant d'atteindre Samar, le prochain village, l'ascension s'avère facile, mais elle sera rude au regard des efforts de la journée. Au Mustang, tout le monde se connaît, que ce soit des cousins, des amis. Il est facile de trouver un toit pour la nuit et un espace clos pour les bêtes. Ouais, chacun doit s'occuper de ses bêtes. Oui, mais combien ça va rapporter par cheval tout ça? Bon, le cheval blanc, on peut le laisser libre. Bon, allez, on va se reposer. On va pas leur donner à manger de l'herbe maintenant, non? Les cols sont difficiles et parfois nous avons des problèmes. En particulier lorsqu'il y a de la neige. Les chevaux ont alors du mal à passer, ça devient glissant, et les chevaux peuvent même se blesser. Là, nous sommes avec un groupe important. Il arrive que l'on ne voyage qu'avec quelques chevaux d'une ou deux familles, et là, c'est beaucoup plus facile. Il a neigé la nuit dernière sur les sommets. Par chance, le ciel s'est dégagé pour affronter le périlleux passage de Tchélé. Un chemin taillé à même la falaise et un ravin qui ne laisse envisager aucune chute possible. L'arrivée sur les berges de la rivière Kaligandaki est un soulagement. Tout s'est bien passé. L'été, en pleine mousson, le passage à gué aurait été impensable. Lorsqu'il aura gelé encore plus fort d'ici une quinzaine de jours, des camions vont emprunter le cours de la rivière en partie asséché pour remonter vers le nord du Mustang. Cela fait plus de 20 ans que je fais cette migration. Avant, il y a encore 5 ou 7 ans, on avait 500 chevaux rien que sur l'Omantang. Et il y avait plus de 300 chevaux qui migraient vers le sud. Cette année, il y en aura seulement 80, voire 85.
La prochaine étape, c'est Jomson, la capitale du Bas-Mustang. Il va encore falloir longer la rivière sur plusieurs dizaines de kilomètres en plein vent. À partir d'ici, c'est beaucoup plus facile. Les chemins sont plus larges, car ils sont aussi empruntés par des voitures et des camions. Mais lorsque nous les croisons, ça peut devenir compliqué. Jusqu'à Jomson, c'est facile. Et avant d'arriver à Pokhara, il y a encore une partie difficile. À 2700 mètres d'altitude, le paysage change. Sur les berges de cet affluent du Gange, à Chuksan, on récolte encore des céréales. L'arrivée à Jomson se fait dans un joyeux désordre. Moto et 4x4 occupent le terrain. Au Mustang, les gens pensent que les chevaux vont disparaître parce qu'ils vont être remplacés par des jeeps ou des camions. C'est une crainte justifiée par l'arrivée progressive de la route, mais je pense que les chevaux ne sont pas prêts de disparaître, car dans tout ce qu'ils font en montagne, seuls les chevaux sont capables de le faire en altitude. Je pense qu'ils vont peut-être disparaître, mais ce n'est pas pour demain. Mais c'est sûr que les migrations vont se faire de manière plus limitée, on le voit déjà aujourd'hui. La face nord du Nilgiri domine Jomson du haut de ses 7000 mètres. Les arbres, la forêt ont fait leur apparition. Il y a plus d'espace pour circuler. Ici aussi, les saisons sont perturbées. La mousson fait des caprices et les volumes d'eau se réduisent dans la rivière. C'est maintenant à un autre seigneur de l'Himalaya d'animer le décor, le Dhaulagiri, le 7e plus haut sommet du monde à 8167 mètres. Hormis un ou deux cols, le plus dur est fait dans cette migration. Maintenant, il s'agit de gérer de longues étendues avec des pistes plus fréquentées par les camions. Et dans quelques jours, ils atteindront Pokhara, le but de leur périple, où sont déjà arrivées certaines familles. Les berges paisibles du lac les attendent avec une température très douce. Pokhara, c'est un très bel endroit. Il y a du soleil, il fait bon, il y a plein d'herbes. J'aime bien. Mais on ne peut pas lâcher les chevaux n'importe où. Il faut respecter les champs où on les emmène. Pour nous, ce sera une école publique qui possède de belles prairies et que nous allons louer. Les chevaux déjà arrivés profitent de ce jardin d'Éden et semblent savourer la perspective d'un hiver bien au chaud. L'arrivée de la route nous a obligés à diminuer le nombre de chevaux que nous possédons. Mais les gens vont encore avoir des chevaux.
ne serait-ce que parce que ça fait partie de notre culture. C'est quelque chose avec lequel nous avons toujours vécu. Ils font partie de notre monde. Même moins nombreux, ils seront toujours là.